Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Alastair Crooke, un ancien diplomate britannique qui a également occupé des fonctions diplomatiques au sein de l'Union européenne, notamment en tant que conseiller en sécurité auprès du représentant spécial de l'UOM pour le Moyen-Orient. Pour ceux qui souhaitent suivre son travail, rendez-vous sur son Substack, Conflicts Forum. Alors bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup. Merci, bienvenue en Europe. Eh bien, il se passe actuellement beaucoup de changements au Moyen-Orient. Donc j'apprécie l'occasion de recueillir votre point de vue. Tout d'abord, je voulais vous interroger sur la stabilité d'Israël en ce moment, car il semble que ce grand plan visant à éliminer des adversaires clés, y compris l'Iran, et à résoudre la question palestinienne, conduit en réalité Israël à se surmener et à s'épuiser, du moins dans une certaine mesure. Je me demandais comment vous percevez la position d'Israël. Plus précisément, quels problèmes internes observez-vous? Eh bien, je pense que nous devons... vous êtes allé directement à la vue d'ensemble. Mais pour cela, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Ce que je dirais, c'est que Trump et Netanyahou sont vraiment liés, comme les doigts de la main, dans la manière dont ils façonnent la doctrine politique aujourd'hui. Et cette doctrine est délibérément conçue pour être plus dure, plus tranchante, moins tolérante, moins libérale, rapide, prête à tout casser. C'est une doctrine qui ignore volontairement les normes et les lois. Elle ignore la Charte des Nations Unies. Elle se complaît même d'une certaine manière dans le fait de faire des choses non conventionnelles. Ainsi, même du point de vue américain, on entend quelqu'un comme Tom Barrack dire « Vous savez qu'Israël ignore les frontières ». Il dit « Écoutez, qu'est-ce qu'une frontière? Ce n'est qu'un stratagème de négociation à la table. Cela ne veut rien dire. Nous franchissons des frontières tout le temps. Nous ignorons les frontières. Donc je veux dire, nous sommes dans un autre monde, si vous voulez. Et il existe une affinité très étroite entre Trump et cet élément israélien. Et encore une fois, Tom Barrack, qui est l'envoyé de Trump dans la région, en particulier en Syrie, mais aussi en Turquie et ailleurs, explique que ce dont nous parlons maintenant, c'est d'une soumission forcée. Par des moyens militaires, nous allons contraindre les États à se soumettre, la Syrie, Assad, le Liban et d'autres États aussi. Et il dit en un sens, vous savez, qu'Israël cherche une hégémonie régionale, si vous voulez, une hégémonie militaire. Et cette hégémonie, bien sûr, implique la soumission de l'autre côté de l'équation. Soit on domine, soit on se soumet. Ainsi, Israël ne négocie pas la soumission, il l'impose. Et en réalité, lorsque je parle de la vision d'ensemble, c'est parce que cela correspond, si vous voulez, à la vision de Trump. Nous avons entendu cela, je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là, lorsque Hegseth et Trump se sont adressés aux 800 généraux qui avaient été transportés pour être instruits par la direction. Et il était très clair ce qu'ils ont dit. Trump a déclaré spécifiquement, « Regardez, vous savez, le Vietnam, nous avons perdu parce que nous étions politiquement corrects. Mais maintenant, nous ne le sommes plus. Donc nous allons gagner, nous sommes en train de gagner. Partout, nous gagnons. Même chose pour l'Afghanistan. Nous aurions dû gagner en Afghanistan. Nous avons vraiment gagné au Vietnam. » Et son message impressionnant était, vous savez, nous avions la puissance de feu, nous aurions pu tuer tout le monde. C'est le genre de discours que nous avons entendu de la part de Trump et de Tesla. Et Trump affirme que l'armée américaine est inarrêtable. C'est la plus grande que le monde ait jamais vue. C'est la plus grande, la meilleure, elle peut s'imposer à n'importe qui. Imposer sa domination. Il semble donc que ce soit réellement la politique de Trump. Je veux dire, il a dit ces choses assez explicitement, qu'il cherche une forme de domination à atteindre,
soit par la finance, par les tarifs douaniers, soit simplement en extorquant des investissements aux États-Unis de la part de ses alliés et de ses mandataires. C'est ce que j'appelle, enfin je ne sais pas si cela a du sens pour vous, mais l'Amérique est engagée dans la recolonisation de ses propres colons. Je veux dire, c'est ce qui se passe. Il recolonise l'Europe, qui était déjà une colonie ou un vassal au départ, mais qui est maintenant à nouveau recolonisée. Et von der Leyen a dû s'asseoir au club de golf et en somme tout promettre à Trump. Donc pour revenir à votre question, c'est la dynamique générale dans laquelle nous nous trouvons. Cela affecte la Russie, cela affecte l'Iran, et cela affecte toute la région. Une sorte de tentative de gérer le problème croissant de l'Amérique, à savoir que ces déficits pourraient submerger le gouvernement, et ensuite la mort également. Et pour ce faire, il doit créer la peur et donner le sentiment que les gens n'ont pas d'autre choix que de se soumettre, financièrement ou militairement. La pression militaire est plus appropriée au Moyen-Orient parce qu'il y a bien sûr encore la résistance qu'il souhaite neutraliser. Donc vous avez vraiment demandé, est-ce durable? Est-ce que cela va continuer, ce qui se passe à l'intérieur d'Israël? Eh bien, si l'on revient à ce que Sayed Hassan Nasrallah a dit au début, quels étaient les objectifs de la résistance? Il a dit que l'un d'eux était d'épuiser Israël militairement. Le second était de provoquer des divisions au sein d'Israël. Et c'est certainement, à l'heure actuelle, très clairement le cas. Et troisièmement, remettre en question toute l'idée du sionisme. Le sionisme exprimé comme, si l'on veut, un peuple ayant des droits particuliers sur d'autres avec lesquels il partage la même terre. C'était vraiment cela l'expression. Et ce que nous avons vu, c'est qu'Israël a beaucoup évolué vers une nouvelle forme de sionisme. Comme je l'ai dit autrefois, le sionisme est passé de Ben Gurion à Kahan. Je veux dire vers un sionisme assez brutal, de droite, un nouveau sionisme violent. Et cela provoque des divisions, de profondes divisions en Israël, car beaucoup n'auraient pas pensé adhérer à cette forme brutalisante. Et quand je dis que c'est une brutalisation, je fais bien sûr référence à Gaza et à ce qui se passe au Liban et ailleurs, mais c'est aussi une brutalisation interne. Si l'on regarde les images des manifestations des familles d'otages, des gens qui réclament le retour de leurs proches, ils ont été traités plus durement que les Palestiniens. On leur a craché dessus, on les a insultés, traités de traîtres, battus par la police. Ce sont des Israéliens patriotes qui veulent simplement récupérer leurs otages, mais ils ont été traités de manière très brutale. Ainsi, l'État à son tour est devenu plus brutal, et à l'extérieur, il est allé au-delà de la brutalité, jusqu'au génocide et au massacre. Alors, est-ce durable? Est-ce que ça va durer à long terme? Eh bien, je ne sais pas, bien sûr, mais j'ai mes doutes. Et l'un de ces doutes vient du fait que, eh bien, peu importe que l'Europe montre des signes de changement d'attitude. Certainement, la rue européenne, les gens, vendredi dernier ici en Italie, tout était à l'arrêt en soutien aux Palestiniens. Bien sûr, c'était pas seulement la question palestinienne, mais c'était des manifestations énormes, sans précédent, et tout était en grève en même temps. Oui, l'Europe change, mais l'essentiel, c'est ce que Netanyahou appelle le 8e front qu'Israël combat. Quel est ce 8e front? C'est à l'intérieur de l'Amérique. Le 8e front est celui qu'ils considèrent comme le plus existentiel, pratiquement plus que tout autre. C'est le front sur lequel ils défendent la cause d'Israël, ils la soutiennent. Ils ont racheté presque tous les grands médias, à l'exception de CNN pour le moment, par l'intermédiaire du fils de Larry Ellison, je crois que c'est David Ellison, qui en a acquis la majorité.
Et maintenant, une grande lutte s'engage, à la suite de la mort de Charlie Kirk, autour de la tentative d'Israël de prendre le contrôle des jeunes conservateurs américains, en particulier des influenceurs. Ils perdent cette bataille pour l'instant. Ils la perdent, même s'ils possèdent les grands médias. Ils gagnent peut-être chez les plus de 50 ou 60 ans, mais chez les jeunes, pas du tout. Et certains membres du mouvement MAGA sont vraiment hostiles à Israël, et hostiles à ce qu'ils perçoivent comme la rupture complète, si l'on peut dire, du premier amendement, la Constitution américaine, le droit à la liberté d'expression. Ils accordent de la valeur à la liberté d'expression et vont se battre sur ce terrain. Mais aussi sur la question de, vous savez, qu'est-ce que cette prise de contrôle de l'Amérique? Nous avons voté pour America First. Donc, à plus long terme, la question dont tout dépend, je dirais, est la suivante. La plupart de ces jeunes sont désormais perdus pour l'Amérique. Si cela continue encore longtemps, malgré Trump, et malgré la fermeté absolue de Trump, ils ne s'en soucient pas vraiment pour le moment, parce qu'ils ont eu Trump. Mais lorsque Trump sera dans son second mandat, la question sera, ayant perdu la jeunesse américaine, finiront-ils par perdre l'Amérique elle-même? C'est assez intéressant, car parmi les partisans de l'America First, ils reconnaissent qu'Israël est la seule exception où l'Amérique doit passer en second. Les jeunes ne sont pas les plus. Je veux dire, je parle du camp MAGA, les gens qui suivent des figures comme Nick Fuentes et d'autres, qui expliquent chaque jour dans leurs émissions l'ampleur de la tentative, selon eux, d'intimider et de soudoyer Charlie Kirk pour qu'il reste et continue de présenter la position israélienne au sein du IAF. Et maintenant la colère monte parce que tout cela se retrouve dans la sphère publique. Il y a une forte réaction, comme je le dis, parce que la situation est confondue avec une préoccupation plus large concernant le premier amendement, sur le contrôle de la liberté d'expression dans un sens plus général. De nombreuses révélations ont récemment émergé sur des personnes placées sur des listes de surveillance du terrorisme, et même des sénateurs faisant l'objet d'enquêtes du FBI à propos du 6 janvier. Toutes ces choses sortent maintenant au grand jour, et beaucoup de questions se posent sur la répression et le contrôle gouvernemental de la parole, et Trump est en plein milieu de tout cela. Il est intéressant de constater que, comme beaucoup de gens le pensaient, Trump pourrait revenir sur l'Empire. Je pense que vous avez raison de dire qu'il a rejeté l'hégémonie libérale, mais pas l'hégémonie en soi. Il s'agit donc en réalité de remplacer l'hégémonie libérale par un empire politiquement, non pas politiquement correct, mais politique. Cela me rappelle parfois la fin du XIXe siècle, lorsque tout le principe d'un empire libéral a été remplacé par un empire plus brut, qui ne fonctionnait pas vraiment sous le prétexte de promouvoir des idéaux libéraux. Je pense que vous êtes, désolé de vous interrompre, mais je veux dire, vous savez, c'est assez clair d'après ce qu'il a dit avec ses généraux. Il n'arrêtait pas de dire, vous savez, qu'à l'époque nous étions woke, et que c'est pour ça que nous avons perdu les guerres du Vietnam, d'Afghanistan et partout ailleurs. Et maintenant, nous gagnons. Maintenant, nous ne sommes plus politiquement corrects, et nous allons gagner encore et encore, disait-il. Rien ne peut nous atteindre maintenant, parce que nous avons la plus grande armée, nous avons les armes les plus puissantes. Et donc, nous avançons vers quelque chose de très militariste, antilibéral, si vous voulez. Je veux dire, vous savez, l'ancien ordre fondé sur des règles est révolu. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec ça. Cette époque est terminée. Et nous avons cette nouvelle tendance à briser les normes, à enfreindre les lois, à ignorer la Charte des Nations Unies, à ignorer les droits humains,
comme nous le voyons. Et cela leur convient. Très bien. C'est ainsi que va l'avenir. Et c'est aussi une approche très israélienne. Ils se rejoignent donc dans une sorte de fusion étroite de compréhension. Vous savez, je pense que Trump le perçoit. Je sais que pendant l'attaque contre l'Iran sur le port de Juve, il y a eu une attaque surprise d'Israël alors que des négociations étaient censées se dérouler à Oman avec Witkoff au sujet de la question nucléaire. Eh bien, pendant ce temps, on dit que des gens recevaient des appels de Trump au milieu de la nuit. Ils répétaient « Ça va être formidable, n'est-ce pas? Ce sera vraiment un moment marquant. » Les Israéliens sont vraiment doués pour ce genre de choses, n'est-ce pas? Ils sont vraiment, vraiment bons. Tu penses qu'ils vont gagner? Ils vont gagner, n'est-ce pas? Ils vont gagner. Il était tellement enthousiaste parce qu'il s'attendait vraiment à ce que Netanyahou avait promis qu'Israël était sur le point de faire s'effondrer le château de cartes qu'était l'Iran, et qu'ensuite, ce serait la chasse ouverte, qu'ils entreraient en Iran, un peu comme en Syrie, tu vois. Ils entreraient simplement, la boutique était laissée ouverte, et ils pourraient prendre ce qu'ils voulaient. Et donc ils s'attendaient à cela, mais à la place, ils ont eu l'inverse. Néanmoins, tu sais, cela ne semble pas avoir entamé l'ambition de Trump de montrer une domination militaire, y compris envers le Venezuela. L'Iran sera probablement le prochain. Mais en même temps, vous savez, la seule chose que je pense se passer, eh bien je pense que ce que nous voyons se dérouler à Gaza, je suis peut-être un peu cynique, mais je pense que c'est parce que les membres du comité du prix Nobel de la paix sont sur le point d'annoncer le candidat ce week-end, je crois. Donc tout est précipité, précipité, précipité. Nous avons donc, vous savez, une proposition formulée, une pression immense exercée par Kushner, par la Turquie, par le Qatar, sur le Hamas. Et nous avons donc une proposition bâclée, dont aucun des détails n'est réellement convenu. Je veux dire vraiment pas, à part le tout premier, vous savez, paragraphe 1, il y aura après 24 heures le début du retrait, après 72 heures, l'échange de prisonniers aura lieu. Eh bien, nous n'avons même pas, cela ne veut même pas dire, combien de Palestiniens seront impliqués, ni qui. Cela n'a pas été convenu. Que se passera-t-il ensuite? Comment se dérouleront les négociations? Quelle sera la perspective à long terme? Qu'adviendra-t-il du Hamas? Sera-t-il désarmé? Quelle en sera la base? Les Israéliens continueront-ils à attaquer? Aucune de ces choses n'a été décidée. Rien n'a été élaboré. C'est typique, on se précipite simplement. Prenons juste le premier paragraphe et nous réglerons le reste plus tard. Je pense, comme vous le savez probablement, que j'ai participé à de nombreuses initiatives de paix entre Israël et les Palestiniens. Et je sais que ces choses doivent être réglées dans les moindres détails, car tout ce que vous n'anticipez pas finira par se produire. Et la plupart du temps, cela explosera à un moment donné. Eh bien, à un certain niveau, on peut comprendre l'argument de Trump, selon lequel il ne devrait pas avoir à se battre avec une main attachée dans le dos. Mais il y a un problème avec cette analyse. Si l'on ne voit tout qu'en termes de puissance matérielle, en pensant qu'on peut détruire ses ennemis, cela devient une approche brutale et excessivement pragmatique du conflit, où l'on se débarrasse de toute contrainte. Or, une fois que l'on met de côté le droit international et la morale, à un moment donné, les gens commenceront à se demander à quoi tout cela sert. L'identité elle-même, non seulement pour les Américains, mais aussi pour les Israéliens, sera remise en question. Je veux dire, si je regarde Israël, j'aurais traditionnellement été assez favorable à l'idée qui le sous-tendait. Après les horreurs que le peuple juif a subies en Europe, j'aimais l'idée qu'il ait sa propre patrie pour se défendre. Mais toute cette idée, celle d'un Israël laïque auquel on se référait dans les années 1960 et 1970, a en grande partie disparu aujourd'hui.
Je veux dire, ce nouvel Israël, génocidaire et très dur. Penses-tu qu'il soit possible qu'il tienne encore, s'il en vient, je suppose, à abandonner ainsi sa propre identité fondamentale? Je pense que tu sais ce que tu dis est juste. Je veux dire, beaucoup d'Israéliens aussi se demandent, tu sais, eh bien, où allons-nous? Allons-nous simplement passer la période à venir? Sommes-nous simplement là pour tuer autant d'Arabes que possible et garder tout le monde sous contrôle? Voici le problème pour une armée. N'oublions pas que Ben Gurion, dès le début, a dit « Regardez, nous sommes un petit pays, nous ne pouvons pas entretenir une armée professionnelle. Nous devons compter sur les réservistes. » Et les réservistes ne sont souvent pas très bien formés, en fait, assez mal formés. Et aussi, tu sais, peu enclins à accepter des rappels répétés, car ils ont des entreprises, des familles, d'autres engagements. Il y a donc un important manque de réservistes qui ne se sont pas présentés, même s'ils ont été appelés, ils ne viennent pas, et le moral est bas. Donc tout d'abord, il y a ce problème. Et je pense que d'une certaine manière, vous savez, il y a de nombreuses années, j'étais en Afrique du Sud, c'était pendant l'ère de l'apartheid, et mon travail à l'époque consistait à être en contact avec l'aile droite des éléments Afrikaner, le Broederbond et d'autres. Il a fallu beaucoup de temps, environ 1 an, pour être accepté, assister à leurs réunions et tout le reste, assis dans une sorte de mer de chaises vides, parce que tout le monde me sifflait. C'est moi. Mais finalement, ils ont commencé à dire, et cela est devenu évident, ils disaient, vous savez, la grande question c'est, que sera l'Afrique du Sud pour nos petits-enfants? Comment vivront-ils? À quoi ressemblera leur vie? Et puis les choses ont commencé à changer. En partie parce que Anglo-American, Oppenheimer et les grandes entreprises arrivaient à la même conclusion. Ce n'était pas l'ANC d'ailleurs, ni la résistance qui ont provoqué le changement. C'était interne, au sein du monde afrikaner. Ils ont commencé à douter que cette grande stratégie ait un avenir. Donc je pense qu'une partie de cela doit aussi se produire en Israël. Que vont-ils dire à leurs enfants au sujet de l'avenir de leurs petits-enfants en Israël? S'agira-t-il d'une guerre permanente contre le reste de la région? Est-ce que cela risque d'être, vous savez, attrayant? Ou allons-nous voir des gens commencer à quitter Israël, ceux qui ont un deuxième passeport partant à l'étranger, laissant en quelque sorte des îlots de sionistes avec une économie vraiment très stagnante? Et une économie stagnante parce que, déjà, l'économie est assiégée et au fil du temps, ce sera encore plus le cas. Et vous savez, Netanyahou l'a clairement dit, pour parvenir à la neutralisation de la région, pour parvenir à la déradicalisation du Moyen-Orient, l'Iran doit être détruit. Il faut un changement de régime en Iran. Ce n'est pas du tout une question nucléaire. Je veux dire parce que vous savez, on a toujours dit que l'Iran regorge de jeunes gens, intelligents et compétents sur le plan technique. Le pays compte quelque chose comme 5 des principaux instituts d'ingénierie technique au monde, très avancés dans tous ces domaines. Et donc les Iraniens disent que, même s'ils devaient tout recommencer à zéro demain, ils seraient capables de relancer un programme d'enrichissement sans grande difficulté. Et le professeur Postel a montré que s'il dispose de l'uranium enrichi, on pourrait le faire dans un petit appartement à Richmond. Il n'est plus nécessaire d'avoir 10 000 centrifugeuses. Une fois que vous atteignez un certain niveau, c'est comme une sorte de, je veux dire, courbe de tir vers 90%. Donc je pense que cela va inévitablement arriver. Et je pense que, vous savez, tout ce que je vois, j'adhère pas au discours de Trump sur la paix et la paix. Parce que je repense à ce qu'il a dit lorsqu'il s'est retiré du JCPOA. C'était en 2018, non?
Je crois que c'est en 2018 qu'il s'est retiré du JCPOA. Et il disait exactement la même chose. Il doit y avoir un mécanisme de rétablissement automatique. Il doit y avoir des limites sur les missiles. Il doit y avoir une rupture complète des liens de l'Iran avec sa politique étrangère, avec ses liens avec le Hezbollah ou avec d'autres mouvements, etc. Et après son investiture, il a publié ce qu'on appelait une directive présidentielle de sécurité nationale, qui est un document obligatoire pour le gouvernement des États-Unis. Je veux dire, chaque organe de l'État doit s'y conformer. Et cela disait essentiellement la même chose. Il ordonnait au département d'État de travailler avec des partenaires pour un rétablissement anticipé des sanctions à l'ONU, que l'Iran serait tenu responsable de son manquement au respect du JCPOA, qu'il ne pourrait pas posséder de missiles, qu'il aurait un enrichissement nul, blablabla. Tout cela y figurait, et il l'a signé, je crois, le 14 janvier. Elle a été publiée en février, mais signée plus tôt. Alors, vraiment, vous savez, je pense qu'il est assez proche. Je ne sais pas dans quelle mesure vos téléspectateurs comprennent, mais cela vaut la peine de préciser quelque chose. Le mécanisme de rétablissement automatique a été déclenché par les 3 Européens, et il l'a été le 28 août. Donc 30 jours plus tard, il entre en vigueur, à moins qu'un vote ne soutienne effectivement l'augmentation. Quoi qu'il en soit, ce vote, c'est une question de procédure. Ce n'est pas dans le format du Conseil de sécurité, c'est un point de procédure délibérément conçu ainsi. Le vote a eu lieu et il n'y a pas eu de soutien après la position, donc il s'est rétabli et a pris fin. Mais le fait est que le 18 de ce mois, le JCPOA meurt. Il arrive à sa fin naturelle, la clause de temporisation entre en jeu et c'est terminé. Et ensuite, vous savez, il y aura toujours des sanctions de la part de l'Amérique, et ainsi de suite. Oui. Mais le JCPOA, donc maintenant il y a, vous savez, un écran vide. Et je pense que c'est pas un hasard. C'est une feuille blanche devant Trump qu'il peut utiliser pour rédiger son propre ultimatum à l'Iran. Soit vous capitulez, soit vous faites face à une action militaire. Peut-être espère-t-il qu'ils capituleront. Probablement, étant donné qu'ils font face à la plus grande armée jamais vue au monde, avec ses forces immenses et irrésistibles. Je ne sais pas, mais enfin, c'est un pari. Il semble que s'il voulait une solution à la question nucléaire, cela pourrait se faire facilement, je pense, avec de la transparence. Si cette question était simplement isolée du reste, il paraît très délibéré que dans l'accord nucléaire, il y intègre la question de la portée des missiles balistiques et des partenariats régionaux de l'Iran. Presque, vous savez, condamnant tout accord à l'échec. Mais s'il veut que les Iraniens capitulent, un peu comme cet accord ou ce plan de paix avec le Hamas qui ressemble à une exigence de capitulation, cela ne signifie pas éviter la destruction. Cela les rend simplement plus vulnérables, les laissant sans aucune défense. Alors pensez-vous qu'une guerre contre l'Iran surviendra, quelle que soit la manière dont Téhéran répond à Trump? Je veux dire, il n'y a plus rien à quoi répondre maintenant. C'est le point que j'ai soulevé. Le retour automatique a eu lieu, c'est fait. Les Russes et les Chinois disent qu'ils n'autoriseront aucun comité à se réunir pour examiner les conséquences de ce retour ou la manière dont il serait activé. Et puisque la Russie présidera le Conseil de sécurité le 1er octobre, je pense que cela n'arrivera pas. Donc il n'y a rien, aucun format diplomatique, aucune procédure, aucune structure restante. Je pense donc que oui, cela viendra. Je ne pense pas qu'il pense, enfin j'imagine qu'il envisage une attaque. Et bien sûr, Netanyahou encourage cela. Il dit, eh bien, vous savez, les Iraniens ont maintenant des missiles balistiques capables de transporter une ogive sur 7000 km,
Ajoutez-en encore 3000 et ils peuvent atteindre New York et Mar-a-Lago aussi. Je veux dire, vous voyez, oui. Donc c'est clairement à l'ordre du jour et Trump le dit aussi, vous savez. Et Tom Barrack a dit, écoutez, je ne sais pas s'ils vont s'en prendre à l'Iran, mais quand on y réfléchit avec Gaza et le Hamas, en réalité, sans cela, on ne peut pas vraiment régler la question. On ne peut pas vraiment en finir avec le problème auquel Israël est confronté. Et Woodcock a dit la même chose lors de son entretien avec le Dr. Carlson. Il a dit, écoutez, regardez autour de la région. Cet homme en Syrie, bon, c'est un peu un salaud, mais c'est notre salaud maintenant. Vous comprenez? Je crois qu'il rejoindra les accords d'Abraham. Et je sais que cela semble improbable, mais je vous le dis, je pense que même le Liban pourrait rejoindre les accords. Mais ensuite il a ajouté, eh bien vous savez, nous pourrions avoir une normalisation complète. Mais alors il faut composer avec l'irrationalité de l'Iran, avec son soutien à ces autres groupes, et sans cela, vous n'obtiendrez pas, et il a dit, si nous pouvions régler le cas de l'Iran, il n'a pas expliqué comment, simplement régler le cas de l'Iran. Tu sais, on aurait un Moyen-Orient tranquille. Ce serait épique, non? Ça en vaudrait la peine. Ce serait vraiment épique si on pouvait régler la question de l'Iran et ensuite tout le monde rejoindrait les accords d'Abraham. Et le soutien à l'hégémonie d'Israël sur la région serait stupéfiant. Donc je veux dire, c'est assez clair parce que d'abord, Barak est un ami de longue date de Trump et des cercles de Witkoff. Donc tu vois, ce sont des gens qui lui ont parlé de ces choses-là, ils en ont beaucoup discuté avec lui, je pense. Alors Eric, il faut que tu vois ça encore une fois dans une perspective plus large. Ce qui a été dit hier par le Russe, je suis sûr que tu as suivi ça, il a dit qu'il y avait eu un certain nombre d'annonces. Ils ont tous mis un terme aux discussions en avril. Elles n'ont pas abouti. Ils ne croient plus que Trump soit intéressé ou sincère à propos d'une nouvelle relation qualitativement différente avec la Russie. Ils estiment donc que tout ce processus est désormais arrêté. Ils ne tiendront plus d'autres discussions ni de réunions techniques. C'est fini. Ils ont également déploré le fait que, concernant les traités sur les missiles, il n'y ait rien. Aucun progrès n'a été réalisé. L'Amérique n'a rien fait avancer, pas même les vols entre les deux capitales. Ils en ont donc conclu que nous devrions nous attendre à une escalade de la part des Américains. Cela semble être l'état d'esprit de cette nouvelle doctrine. Tenter d'établir une domination universelle, principalement pour des raisons financières, afin qu'ils puissent, vous savez, soutirer plus d'argent aux alliés. Mais aussi, vous savez, imposer des conditions avec des tarifs douaniers et d'autres mesures pour essayer d'équilibrer la sortie de capitaux sur son compte de capital afin de couvrir les déficits budgétaires. Sinon, je pense que les déficits submergeront le gouvernement. C'est donc son plan pour mettre en œuvre une nouvelle stratégie. Et maintenant, nous voyons même la Russie, qui était la plus ancienne alliée. Et même lorsque vous étiez, je crois, à Sochi, je l'ai trouvé très conciliant envers les Américains. Très conciliant. Je veux dire faire l'éloge de Trump et dire que si Trump avait été président pour un second mandat, il n'y aurait pas eu cette guerre. En oubliant que Trump l'a en réalité initié lors de son premier mandat. Je pense qu'il s'agit d'un oubli délibéré, à mon avis, de la part de Poutine, qui a probablement décidé qu'il valait mieux passer cela sous silence et dire « Bien sûr, si Trump avait été au pouvoir, nous n'aurions jamais eu cette guerre. » Mais maintenant, il semble qu'à en juger par ses déclarations, la Russie a décidé que c'était terminé. Ils ne vont plus perdre de temps à chercher cela. Ryabkov, vous le connaissez, j'en suis sûr, est un homme très sérieux et professionnel. My last question though is just if
Ma dernière question, cependant, est la suivante. S'il y a maintenant une nouvelle guerre contre l'Iran, dans quelle mesure Israël peut-il la soutenir? Je ne pense pas seulement à la destruction matérielle que nous avons vue lors de la dernière guerre, mais aussi aux conséquences, l'émigration massive, les Israéliens qui quittent Israël. Nous voyons des difficultés économiques à cause de cela, mais aussi des tensions internes. Le langage que beaucoup d'Israéliens utilisent désormais à l'égard de Netanyahou, c'est assez... Pardon? C'est presque écœurant. It's almost disgusting. The anger and the feeling. Vous savez, la colère et les émotions sont très fortes. Vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Eh bien, vous posez une question à laquelle je ne peux pas donner de bonne réponse. Nous savons que les Américains ont déployé davantage de missiles THAAD en Israël. Ils ont expédié d'énormes quantités d'armes et de munitions vers Israël pendant cette période. Ils ont positionné des navires autour de l'Iran, fait voler des avions ravitailleurs vers le Moyen-Orient, vers le Qatar, vers la base aérienne d'Al-Udeid. Donc vous savez, tous les signes indiquent que la guerre est imminente. C'est certainement l'évaluation iranienne que la guerre est presque certaine. Maintenant, quand? Je ne sais pas, mais je dirais simplement une chose qui me semble pertinente à ce sujet et qui explique peut-être pourquoi les choses avancent de manière aussi précipitée, indépendamment du prix Nobel de la paix. C'est que lorsque j'étais au Liban pendant la guerre de 2006, il était très très clair que les Israéliens n'aiment pas voler de la mie à la fin novembre. On est alors plongé dans des brumes épaisses et du brouillard, avec des nuages bas et de fortes pluies. Et oui, bien sûr, ils disposent d'avions perfectionnés, mais ils n'aiment pas voler dans ces conditions. Comme vous le savez, les Iraniens auraient apparemment perdu leur président en volant par un temps similaire. Je veux dire, ils sont difficiles. Oui, ils ont des instruments, mais comment savoir s'ils vont bien? Les Iraniens, déjà maintenant, avaient l'habitude de brouiller le GPS, et désormais ils s'en sont complètement détournés. Donc il n'est plus disponible nulle part en Iran. Ils sont passés à la version chinoise du GPS la semaine dernière, je crois. Donc je dirais que si Israël ne le fait pas dans le mois qui vient, avant la fin novembre, il semble que nous allons avoir un hiver assez difficile aussi. Mais vers la fin novembre, ils devraient attendre jusqu'au printemps, plusieurs mois. Parce que, de toute façon, vous savez, on ne peut pas garder des avions, des hommes et des navires en état d'alerte totale pour la guerre indéfiniment. À un moment donné, ils devront tous rentrer et il faudra tout recommencer. Donc je pense en ce sens, je n'ai aucune information privilégiée sur des dates ou des plans ou quoi que ce soit de ce genre, mais il me semble évident qu'Israël, si c'est possible, essaiera de convaincre les Américains d'y aller avant que le temps ne change. Parce qu'attendre jusqu'en mars ou avril prochain, eh bien, qui sait quelle sera la situation politique dans le monde d'ici là? D'ici 3 mois, j'imagine que Netanyahou tentera probablement le coup, si c'est possible. Et cela pourrait l'être. Mais s'ils vont jusqu'à faire cette guerre, tu ne penses pas que la position de Netanyahou sera contestée sur le plan intérieur? Tout dépendra de l'issue de la guerre. Et clairement, l'Amérique va en faire bien plus. Il ne s'agira pas seulement de quelques attaques symboliques sur des sites existants. Je pense que nous verrons quelque chose de bien plus lourd, et il est tout à fait probable qu'Israël y pense aussi. Je n'en ai aucune confirmation, mais le colonel Wilkinson a dit l'autre jour que certaines de ses sources avaient été surprises par le nombre d'ogives nucléaires chargées sur les sous-marins israéliens. Cela pourrait être une tentative de faire pression délibérément sur les Iraniens. Peut-être, mais peut-être pas, je ne sais pas. Nous ne savons tout simplement pas comment cette guerre pourrait évoluer,
ce qui se passerait alors, ni quelle serait la réaction à Moscou et à Pékin face à un conflit d'un autre type, d'une autre nature. Je ne prédis rien, car en réalité, personne ne sait, à part les véritables acteurs de cet événement. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'incertitudes à son sujet. Israël doit le savoir. Je veux dire, même s'il pense de la même manière, Netanyahou n'a cessé de dire « Nous sommes dominants après notre victoire sur l'Iran lors de la guerre de 12 jours ». En Israël, c'est encore considéré comme une grande victoire. C'est un peu comme la façon dont l'Amérique continue de croire que ses forces armées sont les meilleures au monde et invincibles. La plupart des Australiens, pas forcément les militaires, pensent qu'ils ont vraiment porté un coup à l'Iran et l'ont frappé en plein visage, ce qu'ils ont effectivement fait. L'INSS a publié un rapport reconnaissant qu'en réalité, toutes les présomptions concernant la guerre des 12 et 13 juin avaient échoué. Elle était censée faire tomber et provoquer l'effondrement de l'Iran, et cela n'a pas eu lieu. En effet, ils ont admis, avec un certain regret, que malheureusement, les Iraniens s'étaient unis d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. C'était dans le rapport israélien de leur principale ONG de sécurité. Ils ont déclaré qu'il était étonnant de voir à quel point tout le monde s'était rassemblé pour soutenir le gouvernement. Nous n'avons vu aucun signe d'une attaque susceptible de renverser le gouvernement. Rien de ce genre. Néanmoins, le rapport a conclu « Nous devons renverser le gouvernement et aller de l'avant avec un changement de régime, contredisant complètement tous les éléments qu'ils avaient produits jusque-là. » Et puis ils se sont retournés et ont dit « Oh oui, mais malgré tout, il est absolument nécessaire de mener une attaque qui puisse mettre fin au gouvernement iranien ou le faire s'effondrer. » Alors vous savez, je ne sais pas. Les Iraniens pensent peut-être encore que c'est la voie vers une grande victoire et qu'ensuite ils seraient en sécurité, car je crois qu'ils le pensent vraiment. Je l'ai d'abord entendu de Ron Dermer, en hébreu en fait. C'était dans un podcast, et l'intervieweur, je ne me souviens plus qui c'était, lui posait des questions sur Gaza et sur l'avenir. Et Dermer disait, écoutez, je veux dire Gaza, maintenant, tous les Palestiniens doivent d'abord être désarmés. Ensuite, ils doivent être déradicalisés. C'est la voie à suivre. C'est la seule voie à suivre. Et l'intervieweur a dit, eh bien, monsieur l'ambassadeur, qu'entendez-vous par là? Qu'est-ce que la déradicalisation? Il a dit, eh bien, par exemple, ce qui est arrivé aux Allemands après la fin de la guerre. Ou mieux encore, parce que c'est un exemple plus juste, les Japonais à la conclusion de la guerre. Voilà la déradicalisation. Une humiliation et une épreuve absolue, brûlante. Et puis Netanyahou l'a dit avant-hier presque exactement dans les mêmes termes que Dermer. Nous avons besoin de la déradicalisation du Hamas. Ils doivent subir une défaite totale et complète. Et le titre, d'ailleurs, sur Channel 10 News en hébreu, disait que les Américains s'étaient plaints et avaient déclaré « Nous voulions la soumission. Nous nous attendions à voir le Hamas se soumettre. » Et nous ne le voyons pas. Cela ne s'est pas produit. Quand ils pensaient que les Iraniens soutiendraient le bombardement américano-israélien, renverseraient leur propre gouvernement et les accueilleraient en libérateurs, je pensais que c'était seulement à des fins de propagande. Mais s'ils y croient vraiment eux-mêmes, c'est un peu terrifiant. Vous espériez, enfin, j'espérais un peu moi aussi, que le renseignement serait meilleur. Mais juste pour confirmer, vous pensez que les Israéliens seraient prêts, avec le feu vert de l'Amérique, à réellement utiliser le nucléaire? Je ne dis rien à ce sujet. Non, mais je cite simplement de mémoire ce qui a été dit parce que, vous savez, enfin,
qui sait quelles en seraient les conséquences et quel type d'armes l'Iran n'a pas déclaré. Je ne parle pas d'armes nucléaires, mais de certaines de leurs autres armes. Vous savez, parce que, d'une certaine manière, les armes nucléaires sont devenues obsolètes, à mon avis. Je veux dire, les armes nucléaires tactiques, si vous voulez détruire un pays entier d'un seul coup, oui. Mais en réalité, quand on regarde quelque chose comme le missile Orisha qu'a utilisé Rafi, qui n'est pas nucléaire, c'est bien mieux, parce qu'on peut viser des cibles précises. Et ce que nous avons vu pendant la guerre de 12 jours était assez frappant. Les missiles iraniens pouvaient détruire une cible tout en laissant intacts tous les bâtiments alentours. Ils étaient d'une précision remarquable, précis et exact. Et les Russes disposent de cette capacité également. Donc je veux dire, vous savez, il n'est plus nécessaire de raser 50 km² d'une ville pour atteindre une seule cible. On peut le faire de manière précise et exacte. Ainsi, tout le langage autour de cela, toute la réflexion à ce sujet, je pense, est en train de changer. Mais nous restons encore prisonniers du même état d'esprit concernant la guerre nucléaire. Vous savez, cette idée qu'il faut en arriver à une guerre nucléaire. Et je ne pense pas que la Russie ressente forcément cela. Même si la grande crainte en Russie est différente, elle pourrait être similaire en Iran. Mais la grande crainte en Russie, parce que j'ai parlé avec des experts qui traitent de ces questions, est qu'ils croient encore que les Américains ont une sorte de conviction en une capacité de première frappe, et qu'une première frappe n'est pas seulement possible, mais pourrait être une victoire. En d'autres termes, ils pensent que les États-Unis pourraient frapper les premiers et détruire en même temps toute capacité de seconde frappe russe. Maintenant, je ne suis pas du tout un expert, donc je ne peux pas vraiment peser le pour et le contre, ni juger de la justesse de ce point de vue. Mais je sais que les experts russes raisonnent ainsi. Les Américains, et je me souviens d'un amiral qui était responsable du dossier nucléaire aux États-Unis il y a seulement quelques mois, disait oui, nous pouvons envisager une guerre nucléaire avec la Russie et nous en sortirions vainqueurs. Je veux dire incroyable, incroyable. Quelle chose à dire, quelle chose stupide à dire. Mais quand même, oui, je veux dire, nous devons... Je dirais une dernière chose, je le dis souvent aux Iraniens, qui attribuent à l'Occident un degré de rationalité qui n'existe tout simplement pas. Et je leur dis, vous savez, l'Occident est largement guidé par l'émotivité, les préjugés et l'irrationalité, ainsi que par ses propres calculs internes. L'avantage politique sur la scène nationale. Et vous savez, y a-t-il des penseurs stratégiques en Occident? Eh bien, je ne sais pas. Je n'en connais aucun du calibre de ceux que vous avez probablement rencontrés lors de votre récent voyage. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de penseurs stratégiques en Occident qui réfléchissent de cette manière. S'il y en a, envoyez-moi un email avec leur nom. Nous semblons traverser une période très intense en Occident, une période de véritable tension. Je ne suis pas sûr de la direction que cela va prendre, mais la Maison-Blanche est dans un désordre total. Je veux dire, elle se détache du reste de l'Occident. C'est désespéré et ça s'agite de manière stupide. Encore une fois, cela renforce ce que je dis. Je veux dire, essayer de faire un peu de jeu de brinkmanship en mer Baltique et avec les États baltes. Franchement, c'est tellement stupide. Nous allons abattre un avion russe. Sérieusement, avons-nous le courage d'abattre un avion russe? Les Turcs l'ont fait, et nous pouvons le faire, et nous devons tous être en état d'alerte maximale. Franchement, l'alarmisme en Europe est tout simplement incroyable. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir permis de profiter de votre expertise pendant 1 heure. Je vous en suis vraiment reconnaissant. C'est assez extraordinaire de voir combien d'actes de jeu dangereux nous pouvons mener en même temps. Affronter les Russes, les Chinois,
les Iraniens. Et maintenant, c'est vraiment le Venezuela qui semble peut-être être sur la liste pour la semaine prochaine. C'est fantastique. Je ne pense pas que cela puisse bien se passer, mais merci encore infiniment pour votre temps. Avec plaisir, avec plaisir.